Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc, c'est Mame Danti, je suis coach et experte en guérison du vaginisme. Donc, j'accompagne les femmes atteintes de vaginisme à guérir et à retrouver une sexualité sans peur, ni douleur, ni frustration. Donc, Yeah. aujourd'hui, je suis avec Livia Quero. Donc, bonjour Livia, est-ce que tu peux Bonjour à toi, bonjour à toutes celles et ceux qui vont nous écouter. Ouais, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de Avec plaisir. te recevoir. Donc, je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais? Et voilà. Ah, c'est tout. Évidemment, on me pose la question à chaque fois et à chaque fois, c'est dur de répondre. Alors, qui je suis? Je suis une femme et j'écris, je suis écrivaine, on pourrait dire ça, et j'écris beaucoup sur les relations, l'amour et la sexualité ces jours-ci. J'écris 2 livres, un qui s'appelle Créer sa vie en étant soi, qui est publié aux éditions Erol, et un autre qui s'appelle Je ne sais pas être une femme. Enfin, c'est le tome 1 du livre, et qui est sorti il y a 2 semaines, et je dois l'avoir quelque part. Où est-ce qu'il est? Ah, ils sont tous là, mes petits livres. C'est la version d'auteur, donc ça, c'est le dernier qui est sorti. Et sinon, oui, je dirais que mon métier, c'est surtout de mettre des mots sur des sujets qui ne sont pas simples. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de relations, d'amour, de sexualité, de choses comme ça, parce que c'est pas qu'on n'en parle pas, mais je trouve qu'on en parle d'une façon qui est assez superficielle et qui n'est pas forcément très réaliste par rapport à ce que les gens vivent. Et, et je pars de ma propre expérience, tu vois, et je me dis, bon, ben voici ce qui se passe pour moi, et j'essaie au mieux d'être réaliste par rapport à ça. Et de mettre les mots, enfin, quand je dis réaliste, c'est d'être vrai, enfin, tu vois, de mettre les vrais mots sur ce que je ressens, et ça touche les gens. Donc voilà, c'est ça mon truc à moi. C'est un peu partager ces jeux-là, et du coup, j'en parle beaucoup, j'en parle, j'en écris beaucoup aussi. Et mon style de romance, c'est ce que j'appelle des romans d'amour avec du sexe dedans, tu vois. Donc c'est un peu ce que j'aime écrire. Super. Et voilà, donc ouais, si je devais résumer, ce serait ça. Après, ça Merci. change à chaque minute qui je suis. Alors moi, je suis Livia depuis, je pense, depuis 2015. Donc, je t'ai vu un peu sur tous les changements qui se sont Ouais, passés beaucoup dans de ta vie. changements, ouais. Et j'ai beaucoup aimé l'authenticité avec laquelle tu as toujours partagé tout ce qui s'est passé vraiment sans filtre. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup inspirée à devenir encore plus moi-même. Donc, merci pour ça. Alors, pourquoi je t'ai proposé l'interview? Parce que justement, je trouve effectivement que tu as cette façon-là d'aborder les sujets tabous qui en fait libèrent la parole finalement. Donc, la façon dont tu vas l'amener, ça, je suis sûre que ça aide énormément de personnes finalement de dédramatiser. Ouais, de dédramatiser. Et puis, sachant que moi, j'aborde un sujet tabou, donc le vaginisme, je vais un peu t'expliquer rapidement de quoi il s'agit. Et puis, je trouve que ça va être intéressant. On va faire un jeu de questions-réponses pour avoir ton avis sur certaines thématiques qui vont Parfait. toucher la sexualité et les relations amoureuses du coup. Super. Ouais, donc je pense que ça va te plaire. Alors, le vaginisme, pour t'expliquer grosso modo, donc c'est un trouble sexuel féminin. Il est très tabou. Donc, comment ça se manifeste? En fait, tu n'arrives pas à faire l'amour avec ton chéri. Donc, ton vagin est fermé. Donc, bloqué, en fait, ton conjoint veut te pénétrer, mais il a l'impression de cogner un mur. Et c'est bloqué. Hmm. Voilà. Donc, c'est très douloureux. Donc, tu as peur. Enfin, si je pouvais décrire. Alors, après, en fonction d'une femme à une autre, c'est différent. Mais souvent, c'est la peur d'avoir mal ou la peur d'avoir une déchirure. Enfin, Hmm. une hémorragie, etc. Et moi, personnellement, je l'ai vécu à 5 ans et c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Enfin, voilà, je me suis mariée vierge. C'est vrai que je n'avais pas vraiment beaucoup enfin, j'avais pas d'éducation sexuelle, il faut dire les choses, je ne savais pas à quoi m'attendre. Donc, dès que je me suis mariée, allez hop, avec mon chéri, il y avait les préliminaires, donc tout se passait très bien. Et dès l'instant où il a voulu me pénétrer, j'ai l'impression que s'il me pénètre, j'allais mourir. Je pouvais vraiment l'associer vraiment à cette peur de la mort. C'est un peu Hmm. comme si tu sautais vers l'inconnu. Ouais, ouais, ouais. Donc, et ça a duré comme ça plusieurs mois, un an et demi, jusqu'à ce que je réussisse à avoir ma première pénétration complète, où j'ai eu un peu de douleur, en tout cas la première fois, puis au fur et à mesure, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais tu Mhm. vois ce que je t'explique là, dis-toi que c'est le quotidien de milliers de femmes. Ouais, Ouais, c'est ça qui est fou. ouais. Et ça, je le savais. Pour être honnête avec toi, j'ai découvert le vaginisme il y a peut-être
un ou 2 ans. Et du coup, j'ai eu un moment, tu vois, pour mon écriture, j'aime bien savoir ce qui se passe dans la vie des gens en vrai. Et j'ai parlé au téléphone avec quelques personnes. Peut-être qu'on a parlé, je ne sais pas si on avait parlé à l'époque, mais j'ai parlé au téléphone avec 2, 3 femmes qui souffraient de vaginisme pour comprendre en fait ce que c'était. Parce que forcément, en ne le vivant pas, je ne peux pas savoir. Et c'était hyper intéressant de réaliser que j'avais vécu toutes ces années sans même savoir que ça existait, tu vois. Pourtant, je suis quelqu'un d'éduqué, je lis beaucoup, tout ce qui me passe sous la main, je le lis et je l'avais vu nulle part. Ouais. Tu vois, et c'est quand même assez fou. Et c'est là que tu réalises la quantité de choses qui sont pas mises à la surface, tu vois. C'est assez dingue, hein. Moi, j'étais là, ah ouais, Ouais, ça c'est m'a vrai. vraiment surpris. Et puis, c'est encore plus dingue quand ça t'arrive et que tu Hmm. découvres le mot. Tu vois, moi, par Ouais. exemple, je n'en avais jamais entendu parler. Et quand on a su mettre un nom sur nos blocages, parce que moi, au départ, tu vois, je me disais, je suis anormale, qu'est-ce qui se passe? Comment ça Hmm. se fait que je ne sois pas comme les autres femmes? Est-ce que j'ai un trou? Tu vois, est-ce que j'ai un vagin? Ouais, Donc, c'est ça. vraiment des questions. Enfin, moi, je me posais des questions assez bizarres. Est-ce que je suis vraiment une femme? Tu vois, donc, du coup, le titre de ton livre aussi, tu vois, je ne sais, enfin, le fait de savoir, d'avoir l'impression de ne pas être une femme Ouais. et vraiment dans le cadre, enfin, quand on souffre de vaginisme, c'est une sensation qu'on ressent tout de suite. Et c'est vrai que bon, quand on met le mot dessus, déjà au départ, on se dit, mais c'est quoi ce mot vaginisme? Tu vois, c'est, ça, je sais pas, moi, ça me faisait penser à un mouvement en isme. Enfin, Les vagins, ouais. je sais pas, ça me faisait penser à un mouvement, je sais pas, littéraire ou autre. Enfin, moi, j'ai découvert ce mot et après, on apprend à vraiment comprendre ce qu'il y a derrière ce mot et à savoir en fait d'où vient ce blocage parce qu'il y a des raisons. Et tu vois, quand on souffre de vaginisme, la première sensation qu'on a, c'est qu'on a l'impression de ne pas être une femme. Voilà. Est-ce que ça, toi, tu peux comprendre ça du Ouais, point de je pense que intellectuellement, je pense que je peux le comprendre. Si je l'associe à la sexualité en général, qui fait que, par exemple, enfin, tu vois, j'imagine quand dans ta sexualité, tu n'as pas de libido, tu peux te poser la question de si tu es une femme ou pas. Tu vois, est-ce que c'est ça, être une femme? Est-ce que c'est avoir tout le temps du désir? Est-ce que c'est être offerte? Moi, je sais que tu vois, quand j'ai grandi, j'étais dans la vingtaine, j'avais vraiment cette image de la femme sexuellement libérée qui couchait avec tout le monde, qui était vraiment ouverte. Et est-ce que c'était ça être une femme? Et puis après, je me suis dit, mais non, en fait, une femme, c'est quelqu'un qui sait vraiment ce qu'elle veut, qui va dans la direction, voilà, qui est vraiment affirmée. Donc, est-ce que c'est ça être une femme? Et puis, j'imagine que quand tu n'arrives pas à faire l'amour de façon avec pénétration vaginale, tu dois te poser la question de attends, mais du coup, est-ce que j'ai un sexe féminin? Enfin, tu vois, de façon hyper biologique, en fait. Ouais. Parce que, et j'imagine, là si je me mets, si j'essaie de me mettre à la place, ce que je fais souvent en tant qu'auteur, on va dire, euh, c'est aussi la question des enfants, tu vois. Moi, je suis à un âge où je réfléchis aux enfants, je me dis, mais est-ce que je pourrais être maman? Et j'ai discuté avec une femme qui souffrait de vaginisme et qui était maman, et c'était horrible son accouchement. C'était hyper difficile. Et est-ce que je peux être maman? Est-ce que je peux avoir une vie sexuelle épanouissante? Est-ce que mon mec va me quitter parce qu'il peut pas me pénétrer? Est-ce que, enfin, tu vois, genre, voilà, c'est ce qui me viendrait si j'essaie de me mettre à la place et tu vois, ouais, de raisonner avec ce que ça serait si moi ça m'arrivait, ben ce serait ça, ce serait attends, mais qu'est-ce qui se passe en bas, tu Mm, mm. vois? Mm, Exact. Ben, en fait, c'est tout ça. C'est mm, finalement tout ça. Et comme tu le dis, en fait, quand on a un vaginisme, il n'y a pas que voilà, il n'y a pas que l'aspect j'arrive pas à faire une pénétration, mais enfin, moi personnellement, dans mon cas, mais également dans le cas des femmes que j'ai accompagnées, j'ai l'impression que le vaginisme va parasiter toutes les autres sphères de ta vie en fait. En gros, bien bah, tu sûr. n'auras pas de confiance en toi parce que tu vas avoir constamment tendance à te comparer aux autres femmes, à te Mm, demander, tu vois, moi je me rappelle à l'époque quand je sortais enfin, dans les grandes surfaces, quand je voyais des femmes et j'étais tout le temps en train de me dire, bah, elle doit savoir le faire et moi non, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait que moi je fais pas?
je fais quoi? Ouais. Je me regarde physiquement, et il était comme moi, enfin, je ne comprenais pas. Et en plus, comme tu le disais, il y avait aussi cette culpabilité par rapport au fait de ne pas satisfaire, entre guillemets, son chéri. Hmm. Se dire, bah, en tant que femme, bah, j'arrive pas à satisfaire mon chéri, est-ce qu'il va rester, comment je vis ça. Et il y a quelque chose d'encore plus difficile, c'est en fait, quand on n'arrive pas à faire l'amour, on accepte des choses normalement, on ne devrait pas accepter. Tu vois, ce que je là, c'est encore plus loin, parce qu'on va accepter des choses, on va, entre guillemets, faire des choses pour faire plaisir au gars. Hmm. On a Tu veux l'impression dire dans ta sexualité ou au quotidien? au quotidien, Pour au compenser? quotidien, pour compenser. Parce qu'on Ah, a l'impression qu'il nous fait un privilège d'être avec nous, avec ce truc en hmm. moins. Donc, on va être Hmm. super dans les petits plats, à faire des plats, à lui faire plaisir, à lui offrir des choses, comme si Hmm. c'était pour acheter un peu sa patience. Ouais. Tu vois. Et là, Ah, pour moi, je pour le comprends. coup, c'était le plus dur, parce que finalement, tu n'es pas toi-même, tu n'arrives pas à vraiment tu sais, te sentir bah, toi-même, Hmm. poser ton avis, dire les choses que tu penses, parce que tu te dis, bah, à chaque fois que je vais te dire quelque chose, bah, il va peut-être me rappeler, attention, je te rappelle que je suis avec Ouais. toi, alors que tu ne sais pas faire l'amour. Donc, Ouais. calme-toi. Donc, Et ça, toi, et, ouais. et toi, t'as dit que ça faisait 1 an et demi, ça a duré 1 an et demi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es soignée, entre guillemets? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est des Alors, peurs? Est-ce que... Alors, il y a eu, en fait, c'est plusieurs choses. Donc, l'origine du blocage, il peut venir de plusieurs choses. C'est pour ça que moi, c'est super important quand j'accompagne une femme, c'est vraiment de l'aider à prendre conscience de l'origine de son blocage. Donc, grosso modo, il y a plusieurs causes, mais je vais t'en citer 4. Donc, ça peut venir justement du fait que la femme, elle a une vision erronée de son corps, qui était complètement mon cas. Tu vois, moi, par exemple, j'avais complètement occulté l'existence de mon vagin. Pour moi, j'en avais Hmm. genre jusque Hmm. 26 ans, j'avais pas conscience que, bah, je sais pas, entre mes. Et que, pourtant, et pourtant, tu avais des règles normales ou pas? oui, tout à fait, j'avais Oui. des règles, mais jamais, Livia, je me suis Oui. demandé d'où venaient Qu'est-ce ces qui se passe? Ouais. règles. Et c'est fou, mais jusqu'à mes 26 ans, jamais, en fait. Je pense que le cerveau a cette façon de, tu vois, de mettre en rebut, je sais pas, de vraiment occulter, de refouler l'existence de quelque chose quand c'est trop douloureux pour moi. Donc, en fait, Hmm. tu veux, je pense que dans mon éducation, comme on m'a toujours dit, pas de sexe avant le mariage, c'est pas Oui. bien, voilà, les garçons, c'est pour après, pas maintenant. À mon avis, j'ai dû mettre une croix sur tout ce J'ai qui m'a. dit, j'ai dit au moins, pas de souci, c'est bloqué. Et j'ai bloqué ça. Donc, je me suis focalisée sur mes études. Les Hmm. garçons, ça n'existait pas pour moi. Le sexe, n'en parlons pas. Et c'est pour ça que je n'avais pas fait la connexion entre Entre les deux. l'existence de mon vagin. Donc, voilà, j'étais en mode robot, je vivais ma vie sans prendre en compte cette dimension de mon être, en fait. Quand Hmm. j'en parle, les gens me disent, mais comment c'est possible que tu avais quand même tes règles? Je dis, bah oui, j'avais mes règles tous les mois, mais je ne faisais pas la connexion entre mes Ouais. règles et mon vagin. Il y avait, tu vois, il y avait les règles et puis c'est tout. D'ailleurs, Mhm. quand je regardais mon sexe, bah, il y avait que, tu vois, les petites lèvres, les grandes lèvres, la vulve, c'est tout. Derrière, c'était le mystère pour moi et je ne cherchais même pas à savoir. Tu n'as pas cherché à savoir ce qui se passait. C'est intéressant. Ouais, et Ouais. puis quand on regarde dans les cours de biologie au collège en quatrième, on faisait bien les schémas, mais j'ai Hmm. l'impression que j'ai tout effacé de ma mémoire. J'avais plus Ouais. rien. Alors que, attends, j'étais à l'école, donc j'ai vu ça en Oui. cours, il y a eu des schémas, mais Oui, j'ai et on apprend aussi comment, tu vois, comment grandissaient les bébés. Enfin, tu vois, comment ça. Tous ces complètement, tu vois, choix j'ai et t'as complètement complètement mis occulté, de ça côté. n'existait Ouais. plus, ça n'avait plus de place dans mon fonctionnement. Et donc, Hmm. donc, la première cause, c'est ça, c'est que souvent les femmes, bah, elles ne connaissent pas leur corps, elles n'ont aucune notion de où se trouve le vagin, la texture, la température, combien ça mesure, qu'est-ce que ça peut accueillir, est-ce que c'est élastique ou pas. Hmm. Ou des fois, elles pensent que le col de l'utérus est à l'entrée du vagin. Enfin voilà, c'est vraiment une Hmm. vision erronée, complètement erronée. C'est pour ça que c'est important Hmm. aussi. On parle de la connaissance du corps de la femme, parce que si elle ne connaît pas son propre corps, bah, c'est difficile pour elle bah, déjà de s'ouvrir à l'autre finalement, parce qu'elle est tellement dans sa carapace de se protéger de son propre corps finalement. Mhm. Donc il y a ça, mais il y a aussi tout ce qui est par exemple croyances limitantes. Ouais. Tu auras mal la première fois, tu vas souffrir, les filles bien ne font pas ça. Tu vois, moi, l'une de mes croyances, Hmm. des années, c'était ça. C'était si tu fais l'amour avec ton copain alors que tu n'es pas marié, tu n'es pas une fille bien. Et tu vois, Ouais.
Et longtemps les gens qui faisaient ça et moi je me disais bah non moi je suis bien donc forcément je ne fais pas l'amour avec mon chéri alors qu'on n'est pas marié. Tu vois, toutes ces croyances limitantes vont quand même aussi créer le blocage. Après, ça peut aussi venir des filles qui ont eu des abus, des attouchements, des viols, et du coup, finalement, n'arrivent pas comment dire, à dissocier l'acte qu'elles ont, enfin, la souffrance ou l'abus qu'elles ont vécu Oui, par rapport à il y a, il y a un mélange souffrance-plaisir. Ouais, ça, exact. j'ai déjà entendu pas mal parler, ouais. Et Hmm. il y a aussi tout ce qui est émotion aussi, parce que finalement, en fait, c'est un blocage psychosomatique. C'est en fait des troubles voilà, psychologiques qui créent le blocage. En fait, c'est comme si le corps te disait, écoute, je me ferme, Mhm. blocage, stop, pour que tu règles d'autres choses que tu as à régler. C'est ça. Ah, donc c'est comme si quelque part il faisait pause le temps que tu règles autre chose. Il te prenait pas cette énergie-là, on va dire. Moi, je sais pas si c'est. Ouais, aussi, ça peut être une vision de voir les choses. Moi, aujourd'hui, avec le recul par rapport à mon expérience et l'expérience des femmes que j'ai aidées, j'ai vraiment l'impression que le vaginisme, c'est un alerte. C'est comme un bouton d'alerte pour te dire Hmm. Coco, Coco, tu fais fausse route là, ton mode de Ouais, top. fonctionnement. Voilà, c'est ça. Ton mode de fonctionnement, ta façon de voir les choses, comment tu te traites, tu vois, l'amour que tu te portes, tout ça, ça va pas, il faut que tu réajustes. Et une fois Hmm. que tout ça c'est réajusté, hop, ton corps, il se libère en fait. Ah. C'est un peu comme, enfin, moi, ça, c'est vraiment des dernières années où j'ai cette prise de conscience que le vaginisme, il n'est pas là par hasard. En général, il est là parce qu'il y a un message derrière, en fait. Moi, dans mon cas, c'était clairement d'apprendre à m'aimer, vraiment, à m'aimer Oui. en tant que femme. Parce que je ne savais pas ce que c'était de s'aimer, d'apprendre à dire non, de poser ses limites. Enfin, tout ça, c'est des choses que j'ai découvertes sur mon chemin de guérison. Et c'est aujourd'hui ce que je transmets à travers les accompagnements que je fais. Et je vois Mhm. effectivement que voilà, le fait de ne pas savoir dire non, de ne pas poser ses limites, de ne pas s'aimer suffisamment, de ne pas Mhm. juste accepter tel qu'on est. Tu vois, le titre de ton livre, Être toi suffit tout simplement. Ouais, c'est ça. Voilà, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est ça aussi. Et dans tout ce que tu partages, toi, dans tes écrits, c'est un peu comme un bout d'une femme vaginique. J'ai l'impression que tu parles à chaque fois parce que ça. Ouais, il y a, je pense qu'il y a plein d'expériences dans mon esprit. Tu vois, je sais, je pense qu'il y a, je sais pas, j'écrivais sur ça hier ou avant-hier sur qu'est-ce que je pensais être mon talent. Tu vois, c'est pas facile pour moi de, parce que pour donner du contexte, là, je suis en pleine transition. Avant, je faisais beaucoup d'accompagnement, des programmes, des choses comme ça. Et maintenant, j'ai décidé de me consacrer à l'écriture de livres, d'articles, d'essais, enfin peu importe, du moment que c'est écrit. Et aussi à la notion de porter un message à beaucoup plutôt qu'à un. Ok. Ça, je pense que c'est ça qui change le plus, tu vois. C'est le volume. Et parfois, j'ai la sensation que même si je n'ai pas vécu quelque chose, il y a sa mémoire quelque part. Et donc, c'est comme si dans ma vie, dans ce que j'ai vécu pour de vrai, ça résonnait, tu vois. Donc, par exemple, quand tu me parles de vaginisme, moi, ce à quoi ça me fait penser quand on parle de poser les limites, c'est dans mon passé, j'ai eu beaucoup de fluctuations de libido, par exemple. Et et il y a un moment, j'ai eu peur des hommes. Enfin, j'ai eu des phases. Hein. J'ai eu des phases où alors c'était open bar, aucune limite. Et puis il y a eu du coup une phase descendante qui était je ne veux pas m'approcher d'un homme parce que j'ai peur de ne pas savoir dire non. Tu vois? Et ça me fait penser à ce que tu dis parce que ça a été beaucoup ma peur. Et même jusqu'à maintenant, dans mon couple actuel, c'est un truc que je travaille. C'est j'ai confiance en moi pour être capable de dire non quand j'ai pas envie. Parce que par le passé, j'ai négocié, tu vois. Il y a eu un peu de ok, j'ai pas hyper envie, mais ça va. Enfin, et donc j'ai fait beaucoup ça. Je pense que depuis que j'ai une vie sexuelle, j'ai beaucoup fait ça. Comme beaucoup de femmes, en fait. Tu vois, on nous a pas vraiment appris comment ça marche, cette affaire. Et tu pars du principe que tu es censée avoir tout le temps envie de faire l'amour, tu es censée être hyper... Une vraie femme, c'est une femme hyper ouverte et tout. Et donc, du coup, il y a plein de fois où dans ma vie, j'ai pas dit non alors que j'aurais dû. Et donc, je me suis forcée. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que ben, pour ne pas me mettre dans la situation où je devrais dire non, j'ai juste fermé la porte, tu vois. Et j'ai la sensation que c'est similaire
à ce que tu dis parce que c'est comme si ben, ton vagin, de toute façon, que tu dises oui ou non, il est fermé. Donc, il n'y a pas, il y a pas le risque, Ouais, pas ouais, le risque que quelqu'un dépasse ta limite, en fait. C'est juste ouais, pas possible. ouais, Tu ouais. vois, et ça résonne en ça, c'est un peu. Et peut-être que apprendre à ouvrir, fermer soi-même, tu vois, symboliquement, apprendre à dire oui et à dire non et avoir confiance dans le fait qu'on saura le faire au moment où ça va arriver, c'est Mhm, peut-être une piste parce que c'est la même piste que moi je suis, tu vois. C'est mhm, apprendre à dire là j'ai pas et en fait c'est pas j'ai pas envie, c'est comme j'ai pas envie de façon waouh, c'est non, tu vois. Et je crois que c'est un chemin pour beaucoup de femmes en fait de se dire je suis capable de protéger mon corps. mhm. Tu Tout à vois. fait. Ah ouais, c'est intéressant. Mm. Et par rapport à la protection aussi, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est que euh, en fait, quand on souffre de vaginisme, moi, l'impression que j'ai, c'est que mon vagin, c'est mon bouclier de défense. Je sais Mm. pas, femme, mais moi, par exemple, quand quelqu'un m'agresse de l'extérieur verbalement, je sens que c'est mon vagin qui se ferme enfin, comme si Ouais. c'était pour se défendre, tu vois. Et j'en parle des fois Mm. à mes clientes et elles me disent aussi qu'elles ont le même type de réaction. En fait, c'est mon Mm. bouclier de protection. Quand on m'agresse, je le ferme tout de suite, avant peut-être même de fermer mon cœur. C'est mon vagin qui se ferme Et d'abord. ouais, c'est intéressant. Ouais, et je pense aussi, il y a de ça aussi, c'est que dans ces femmes qui sont atteintes de vaginisme, elles se protègent de quelque chose. Elles se Mm. protègent de. Ça peut être aussi des mémoires hein, anciennes, des choses qu'elles ont vécues, même qui ne viennent pas d'elles forcément, mais peut-être de leurs parents, etc. Et moi, j'avais vraiment cette sensation de je me protège d'un danger, mais je ne comprenais pas d'où venaient ces dangers. Et Oui. après, voilà, avec le temps, j'ai compris qu'il y avait aussi cette histoire d'abus que j'avais refoulée, donc qui est revenue. Et aussi, tu vois, Mm. je sais pas, moi, j'avais peur de l'énergie mâle, quoi. L'homme me faisait Mm. peur. Je Ouais, dirais, ça ne m'étonne pas, hein. Ça ne m'étonne pas trop. ouais, clairement, le mâle, tu vois, pour te dire à quel point, quand j'étais ado, quand je marchais dans la rue et que je voyais un groupe de mecs, en fait, je changeais de trottoir Ouais. parce que j'avais peur. Je pense qu'il y a l'énergie du prédateur, tu vois. Surtout si tu as connu un abus par le passé. Je pense qu'avec l'énergie mâle, on va dire, tu as cette peur du prédateur qui te voit comme une proie et qui va te faire du mal. Et pour soigner ça, encore une fois, c'est intéressant parce que c'est parallèle avec ce que je vis. Pour soigner ça, ça va souvent passer par faire confiance en fait à des hommes et être assez vulnérable pour arriver à voir qu'ils vont pas te faire de mal, tu C'est vois. ça. Et donc c'est arriver au stade où tu es là, ok, je m'approche, mais je compte sur toi pour pas me faire de mal. Et c'est au fur et à mesure d'avoir des expériences avec des personnes qui te font pas souffrir que tu commences à avoir confiance. Mais ça, moi j'ai grandi aux Antilles et on n'a pas vraiment ce discours de la virginité avant le mariage, mais nous, enfin, en tout cas ma mère, c'était tomber enceinte alors que t'es ado. Ça, c'était son obsession parce que ça arrivait beaucoup, dans le sens où il n'y avait pas beaucoup d'éducation sexuelle. Et je pense que je suis l'une des rares personnes qui en a reçu, enfin, dans le sens où ma mère me disait, dès que j'ai eu mes règles ou même un peu avant, si jamais tu fais l'amour avec un garçon, mais un préservatif, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais ok. Ouais, Et ouais. et du coup, elle m'a beaucoup mis ça en tête, ne tombe pas enceinte, ne tombe pas enceinte, ne tombe pas enceinte. Et donc, du coup, pendant hyper longtemps, c'était une hantise. Hmm. Et c'était vraiment enfin, tomber enceinte et les MST. Et c'était pas. Du coup, il y avait pas. Je pense pas que j'avais la notion de plaisir sexuel, genre, ah, le sexe, c'est trop bien. J'étais Hmm. plutôt en mode, c'est un truc cool, c'est sympa. La Hmm. plupart des gens le font, donc autant le faire. Et, voilà, tu vois. Et c'est fun. Mais il n'y Ouais. avait pas le côté que je découvre maintenant, un peu plus connexion à l'autre, connexion à soi, où on t'arrive à le faire sans honte ni culpabilité, où tu es juste genre, ah, c'est bien, tu vois, mais bien dans le sens noble du terme. Hmm. Et, Hmm. et c'est similaire parce que, ouais, enfin, moi, j'étais assez curieuse de tout, donc j'ai pas attendu beaucoup avant de faire l'amour pour la première fois, mais je pense que ouais, il y a une part de moi qui était vraiment en mode attends, j'ai pas envie de tomber enceinte, j'ai pas envie de tomber malade. Enfin, c'était innocent.
C'est fou, Ça, hein. c'est... Ouais. Mais ça rentre tôt, hein, dans le cerveau. Bah ouais, Donc, moi ça me passe ce que tu dis parce que j'ai eu une fille que j'ai accompagnée l'année dernière. Et en fait, justement, la raison de son vaginisme, parce qu'on a fait le tour, on a regardé un petit peu dans son passé, il n'y avait rien. Et ce qui revenait souvent, c'était la peur de tomber enceinte. Et cette femme, effectivement, elle venait des Antilles. Et elle me disait, bah, maman, elle me disait tout le temps ça. Donc, ce qu'elle avait fait comme association dans sa tête, faire l'amour ah et ouais. tomber enceinte. Et donc, hop, elle avait bloqué. Mais Ah, ça m'étonne tellement pas. donc, elle Mais a c'est un bloqué. vrai problème, hein. C'est un vrai problème parce que, et ma mère a bien fait parce que j'avais des copines à 13 ans, elles avaient déjà avorté, tu vois, parce qu'il n'y a aucune éducation sexuelle. On est très religieux, tu Hum, vois. hum. Et quand j'ai grandi, c'était hyper catholique, on allait tous au catéchisme et tout, donc on n'a pas cette culture du mariage, d'être vierge avant le mariage. C'est pas très réaliste chez nous, tu vois. Mhm. Mais par contre, le côté, grossesse adolescente, putain, c'était ouf. Et donc, c'était le meilleur truc que ta mère pouvait faire pour toi, c'était de t'empêcher de tomber enceinte avant que tu aies 16 ans, tu vois. Moi, c'était soit vierge avant le mariage. C'était le truc, genre, si jamais tu l'étais pas, c'était la honte dans la famille, Ouais. c'était t'es plus ma fille, c'était Mmh. derrière dans le fait justement de pas faire l'amour avant le mariage. J'avais aussi cette peur d'être, tu sais, maman célibataire, de se retrouver à Ça, 16 ans avec un exactement. bébé. Et c'est vrai que c'est des paroles. Moi, je comprends maintenant que c'est dans le but de nous protéger, tu vois, Ouais. c'est pour nous protéger, ça partait d'une bonne intention. Mais Mhm. malheureusement, ces mots-là peuvent vraiment des fois bloquer à l'âge adulte. Ça reste hyper longtemps, hein. C'est ancré, hein. Moi, Ancré. c'est juste, moi, je crois que j'ai commencé à me dire que peut-être que je pourrais avoir des enfants sans que ce soit grave quand j'avais 26, 27, 28 ans, tu vois. Jusqu'à cet âge-là, je me disais qu'un enfant allait ruiner ma vie. Enfin, ouais. Ah ouais, non, mais je voyais ma vie, mais se détruire. Parce que quand j'avais 12 ans, ma mère m'a dit si tu tombes enceinte, c'est la fin du monde. Ouais, c'est ça. Mais, Moi, mais c'est pour ça que tu vois, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup et je pense que je vais me pencher dessus parce qu'on m'en parle pas mal. C'est sur l'éducation sexuelle des enfants. ah oui. Parce que c'est pas facile. Je pense que tes parents, comme mes parents, c'était vraiment une question de protection. Et en effet, quand tu fais l'amour sans être marié, tu cours le risque de faire un enfant sans. Tu vois, s'il est hors mariage, il n'est pas reconnu. Enfin, c'est un truc qui est vraiment vrai dans certaines. Chez moi, c'est vrai, hein. Ma mère, elle s'est pas mariée quand elle était pas mariée quand elle nous a fait. Ben, du coup, elle était mère célibataire. Et donc, c'est un vrai truc. Mais le truc, c'est que je pense que quand tu es jeune comme ça, avant ton âge, avant l'âge adulte, comme on n'a pas de repères par rapport à la sexualité, tu prends tout ce qu'on te donne en fait. Il y a une espèce de balance de curiosité, donc tu es hyper curieux, et en même temps, tu n'as rien comme repère. Donc tout ce qu'on te donne, tu t'accroches. Et Hum, donc si on te dit faire l'amour, c'est dangereux, bah, tu vas retenir ça. hum. Si on te dit, moi j'ai un autre truc conflictuel qui s'est passé, c'est qu'en même temps, ma mère m'a dit, en plus quand tu vas commencer à faire l'amour, tu vas beaucoup aimer ça. Elle m'a dit un truc comme ça. On l'a dit C'est aussi. là, j'étais Tu là, penseras ta qu'à mère aussi, ça. Tu penseras plus à tes études, tu penseras qu'à c'est ça. ça. Et j'étais là, ok. Sauf que c'est pas vraiment ce qui est arrivé pour moi. Parce que du coup, j'avais la pression. Donc, j'avais vraiment cette image du sexe en mode champagne, rock'n'roll et tout. Et quand finalement, j'ai vu que c'était un peu plus compliqué que ça, j'étais là, mais en fait, donc j'y arrive pas vraiment. Enfin, tu vois. Et donc, tu prends tout ce qu'on te donne quand tu es jeune. Toutes les infos qu'on te donne, tu prends de façon très avide parce que tu n'as rien. Et tu te fais ta propre image de ce que c'est l'amour et les relations et la sexualité. Et Hum. tu grandis avec ça à l'âge adulte. Et c'est souvent quand tu as 30 ans que tu commences à te poser la question de Ouais, est-ce que c'était vraiment ça? Ouais. ouais. Non, c'est chiant. Donc, éduquer les enfants, je pense, sur la sexualité, c'est important. Et vraiment leur expliquer pourquoi on leur dit certaines choses, tu vois. Mhm. Je pense que si j'ai des enfants, je leur dirais des choses similaires à ma mère, de faire attention. Mais pourquoi? Pas parce que c'est mal, pas Exact. parce que c'est dangereux, mais parce que, tu vois, il y a des conséquences qui peuvent arriver. Donc, prépare-toi au fait qu'il puisse avoir ces conséquences-là, mais c'est tout, tu vois.
C'est ça. Ouais. Ça me parle beaucoup. Et puis, comme tu dis aussi, pour moi, par exemple, j'avais aucune notion de plaisir avec la sexualité. Dans ma tête, c'est égal danger, égal, tu vois, Ouais. l'équation de ma mère, c'est garçon égal grossesse avant le mariage, égal ta vie est ruinée, quoi. En gros, les hommes, faut les Ouais. multiplier par zéro, sinon ils te gâchent toute ta carrière, ta vie, tes études. Donc, au point où, moi, C'est ça. pendant longtemps, j'ai cru que l'homme, le mec, le mâle, c'était synonyme de danger pour moi. Il va gâcher ma Que vie. ma vie est gâchée. Et vraiment, et puis ma mère, je l'entends me dire, si tu goûtes ça une seule fois, ça y est, ta vie est fichue parce que tu penseras qu'à ça, tu n'iras plus en cours, tu penseras qu'à ça tout le temps. Tu Ouais. vas t'imaginer être genre... Tu n'iras plus en cours, n'importe quoi. Avant, c'est qu'à ça. Et c'est vrai ce que tu dis, Lydia. Moi, avec le recul, je me dis, elles ont fait de leur mieux avec les mots qu'elles avaient. Mais je trouve qu'effectivement, il y a vraiment un gros travail à faire au niveau de l'éducation sexuelle. D'une part, de protéger, parce qu'effectivement, on ne peut pas laisser les gens comme ça, open bar, parce que sinon, un enfant reste un enfant. Il risque de prendre d'autres informations ailleurs. Donc, autant que ce soit les parents qui lui donnent, mais qu'on leur explique et que ce soit réaliste. Qu'on ne nous dise pas des trucs comme ça, tu vois. Moi, dans ma tête, garçon égale danger, on m'a pas expliqué pourquoi. Et puis, j'ai grandi avec cette peur tu vois, du mal, de tomber enceinte, de décevoir mes parents, etc. Et oui, c'est pas évident hein, quand même pour des jeunes, des ados, de recevoir tout ce flot d'informations et finalement de ne pas avoir c'est la part de la réalité, de la vérité. C'est dingue ça. Pour pouvoir prendre des décisions, ouais, parce qu'en fait, on n'a pas de quoi prendre des décisions conscientes, en fait, finalement. Tu sais, tu vas un peu au pif, quoi. Tu dis, bon, on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ouais, non, c'est intéressant. C'est intéressant. Et puis aussi, tu as parlé de culpabilité et de honte par rapport à la sexualité. Moi, c'est un sentiment que je vivais beaucoup, sachant que moi, voilà, ma mère, elle m'avait dit pas de rapport sexuel, pas ta virginité, je veux la virginité au mariage, mais j'avais des copains, donc je flirtais. Mais à chaque fois, en fait, que j'étais avec mes copains, qu'il m'arrivait de les embrasser, tu vois, j'avais toujours la voix de ma mère dans ma tête à me dire, limite, attention, je suis là, je surveille, alors qu'elle n'était pas là, tu vois, elle était à des kilomètres de moi, mais ces mots revenaient encore et il y avait de l'impact en moi, et du coup, j'avais beaucoup de culpabilité après. Je me disais, Mam, t'es pas une fille bien, ta mère t'avait dit d'attendre, et là, tu fais quoi? Tu es en train de flirter avec un garçon, même si je savais que j'allais faire rien de plus parce que j'étais tellement formatée à ne pas aller voilà, mais j'avais aussi cette culpabilité. Tu vois, quand je me suis mariée, où c'était légal, entre guillemets, c'était licite, je ressentais cette culpabilité. Quand j'étais avec mon mari, j'avais l'impression qu'il n'avait pas le droit, tu vois, que j'avais pas le droit, que c'était interdit. Et c'est comme s'il n'y avait pas la mise à jour qui s'est fait dans ma tête de ça y est, maintenant tu es mariée, tu as le droit. Mais oui, mais ton corps, c'est pas comme si ça faisait comme ça. C'est pas, je suis mariée, c'est bon. J'ai débloqué. Ça m'a vraiment demandé une sorte de me rééduquer au plaisir, à me dire écoute, maintenant tu as le droit, c'est pas mal, tout va bien, c'est pas dangereux. Un homme, c'est pas quelqu'un qui va te faire du mal. Et tu as cette idée de faire du mal. Ouais. C'est vraiment tout ça finalement qui n'est pas si évident. Et comment ça a été reçu par ton mari? Je suis super curieuse de savoir comment vous avez vécu cette année et demie. Alors, je suis en train de te poser des questions, mais ça m'intéresse. Alors, au départ, ce qui s'est passé, c'est que il était dans le déni de mon problème. Tu vois, moi, à un moment donné, j'ai quand même réalisé que j'avais un problème. Parce qu'au départ, je me disais, avec le temps, ça va venir. Dans ma tête, je me disais, ouais, c'est parce que tu l'as jamais fait. Donc, donne-toi du temps. Avec le temps, tu vas réussir à faire l'amour avec ton chéri. Sauf que ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu vois, au bout du 3e mois, je me suis quand même dit, Mam, c'est pas normal. Et c'est là où j'ai commencé à m'interroger, tu vois, à me dire, il y a un truc qui cloche, c'est pas normal. Comment ça se fait que j'y arrive pas alors qu'autour de moi, les gens y arrivaient. Et donc, mon mari, en ce moment-là, je vais le voir, je lui dis, écoute chérie, je pense que j'ai un vrai problème. Ça s'appelle vaginisme parce que j'avais un peu regardé, puis j'avais déjà vu mon médecin traitant qui m'avait parlé du mot, mais j'avais pas vraiment prêté attention. Et puis mon mari m'a dit, mais non, t'as rien, mais c'est dans ta tête, arrête de penser que tu as un problème, tu n'as rien. Avec le recul, en fait, mon mari m'a dit que pour lui, c'était très difficile d'admettre que sa femme avait un dysfonctionnement.
Parce que pour lui, les troubles, c'est pas sa femme. Que moi, j'étais équilibrée, que je ne pouvais Et pas les avoir de autres. troubles. Voilà. Donc, il a été Ouais. dans le déni du style, t'as pas de troubles, Ouais. tout va bien, tu es équilibré, tu peux pas avoir des troubles comme ça. En général, ça arrive aux gens, je sais, qui ont vraiment un passé trop lourd, qui ont des troubles, mais toi, tu es normal, tu vois. Il me disait, arrête, Mm. t'es normal. Et moi, ça Mm. m'a rassurée parce que c'est vrai que c'était très dur d'admettre que j'avais un trouble. Parce que tu vois, ma limite trouble dans ma tête, ça veut dire trouble psychiatrique, que tu as un problème. Tu vois, Ouais. vraiment Grave, ouais, ouais. Ouais. Et donc, c'était ça. Donc, la première phase, c'était le déni total de son côté, mais aussi du mien. Puis, à un moment donné, je me suis vraiment dit, mais non, 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 il y a vraiment un problème, arrête de fuir. Et je lui ai dit, écoute, je vais consulter, je vais voir quelqu'un, je pense que j'ai un vrai problème. Je pense que c'est en ce moment-là, et puis il y avait 6 mois qui étaient passés, qu'il a commencé à intégrer le fait que j'avais un problème. Et après, à un moment donné, bah, écoute, il m'a dit, écoute, bah, si tu as un problème, ok, voilà, on va voir pour trouver des solutions. Par contre, il n'était pas prêt, tu vois, à venir consulter avec moi, à venir se voir un sexologue parce que Mm. la mentalité, mon mari, bah, c'est intime, tu vois, on va pas voir. Non, 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 il me dit, bah vas-y toi, tu me Mm. demandes, et moi j'y vais pas. Et moi j'étais Ouais, là. tu avais son soutien, mais pour lui, c'était, tu avais son soutien, mais pour lui, il y avait un côté un peu compliqué à gérer. Ah oui, c'était super compliqué. Et puis quand j'allais en consultation, je revenais, je lui parlais, mais je sentais qu'il était en résistance totale, quoi. Il m'écoutait, tu vois, mais au fond, je ne me Mm. sentais pas comprise. Et puis j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, j'ai fait le parcours toute seule, quoi. Je lui ai dit, écoute, attends-moi là, moi je vais aller Ouais. me soigner, entre guillemets, et quand ça va mieux, je reviens. Mais on était encore ensemble, mais c'était vraiment l'image que j'ai eue. Et c'est là où j'ai commencé mon parcours de guérison toute seule. Enfin, il était là, mais voilà, je ne peux pas dire qu'il m'a soutenu à 100%, en tout cas au début, parce que lui-même était perdu, il se posait énormément de questions. Alors à un moment donné, il m'a sorti un truc que c'était lui le problème, tu vois. Est-ce que je l'aimais assez? Mm. Est-ce que c'était pas lui qui était pas assez viril pour... Enfin bref, est-ce que je t'excite assez? Enfin bref, il me posait énormément de questions. Moi, je lui disais, mais non, c'est pas toi le problème. Je t'aime et voilà, c'est pas ça. Et il se posait énormément de questions à cette époque-là parce qu'il pensait que c'était lui, en fait, que peut-être qu'il ne me plaisait pas Mm. assez, qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait. Parce que voilà, pour lui aussi, c'était tout nouveau, donc il se posait énormément de questions. Donc voilà. Et après, les mois qui ont suivi, donc moi, à un moment donné, j'ai vraiment. Et puis, tu sais, quand tu Ah, es dans ça cette coupe un démarche de peu. trouver des solutions. Alors, quand tu es. C'est C'est bon. bon là? Alors, en Ouais. fait, quand tu es dans la démarche de trouver des solutions, la vie va te mettre sur ton chemin des gens, en fait, qui sont là pour t'aider. Mm. Et j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont permis vraiment d'avoir cette prise de conscience en fait, de pourquoi j'avais ce vaginisme. Et voilà, petit à petit, j'ai réussi à guérir. Et puis, mon mari était très, très content. Mais pendant tout le processus, il était très patient. Vraiment, ça, c'était assez dingue, sa patience. Et en plus, oui, des fois, je sentais qu'il paniquait, qu'il se demandait si j'allais m'en sortir, est-ce que je vais pas rester comme ça, etc. Mais voilà, grosso modo, c'était alors au départ donc déni, un peu de soutien, mais aussi des Ouais. résistances. Et après, voilà, contente Ouais. que le chemin se soit bien passé, que j'ai réussi à guérir. Mais beaucoup de Non, c'est bien que tu aies eu du soutien parce que je m'imagine que dans ces cas-là, tu peux avoir aussi rejet, frustration, colère. Enfin, tu vois, tu peux avoir plein d'émotions en face parce que ça bloque justement. ça bloque, exactement. Donc, ouais. Et puis aussi, tu Mm. peux avoir certains mecs qui vont aller voir ailleurs aussi, tu vois, qui vont te dire, bah écoute, comme j'arrive pas, ouais, je vais aller voir d'autres personnes, enfin bref, d'autres femmes. Et c'est vrai que pour la femme, c'est hyper Ouais. difficile. Et ça n'aide pas parce que du coup, tu as plus envie de fermer ton vagin du coup, puisqu'il va voir ailleurs. T'es là, bah, puisque c'est comme ça. Bah, Ça n'aide pas exactement. à se sentir C'est ce rassuré, qui se j'imagine. passe. Bah, c'est ce qui se passe chez certaines femmes que j'accompagne. On avance très bien, puis à un moment donné, malheureusement, bah, il y a le chéri qui va voir ailleurs, bah, ça referme encore plus. Elles n'ont plus envie. Elles se sentent Bah, trahies, elles sont oui. dégoûtées. Hop, ça referme tout. Et moi, je suis dégoûtée quand c'est comme ça parce que je me dis c'est dommage parce qu'elle était en train vraiment de commencer, tu sais, à lâcher les blocages, à lâcher les C'est fardeaux. ça. Et hop, là, ça la ramène au blocage Mm. initial et c'est hyper compliqué, quoi. Donc, C'est sûr. La voilà. protection. Mm.
Yes. Bon, Mais tu sais, tu disais tout à l'heure quelque chose que quand tu te sens agressé, c'est ton vagin qui se ferme. C'est pas étonnant, hein, puisque l'utérus, en tout cas, enfin toute cette zone-là, c'est une zone qui est très, c'est une zone, comment on peut dire ça, très intuitive. Donc quand moi, à force de lire et d'étudier le sujet, tu as ce côté où, oui, tu as ton cerveau, oui, tu as ton cœur, mais tu as surtout ton utérus, tu vois, qui est un centre très puissant de créativité, qui est très intuitif, qui a un centre très puissant d'intuition, qui contient beaucoup de mémoire. La mémoire de tes ancêtres est souvent contenue dans ton utérus, et donc dans tout l'appareil, on va dire, reproductif. Et du coup, c'est pas du tout étonnant pour moi que ce soit ce qui bloque. Parce que il y a un côté, enfin, la façon dont je le verrais, disons, spirituellement, c'est, je vais pas créer plus, tu vois. Je, je, je vais pas, je bloque le cycle, entre guillemets, le temps que la machine se soigne et se remette en route. Et ça fait sens pour moi que ça se passe par là. C'est beaucoup de nos réponses viennent de cette zone-là, de notre utérus, de notre vagin. Aussi, la pénétration, c'est en fait un acte assez violent pour une femme. Pas violent, je ne parle pas de viol, où là, c'est vraiment, on parle de quelque chose d'horrible, mais même une pénétration consentante, il y a quelque chose il y a intrusion, enfin, vraiment physiquement intrusion. Et donc, son corps, il reçoit quelque chose qui peut être assez puissant pour lui. Et ben, fermer le vagin, c'est se dire non, mais en fait, je veux pas ça. Je veux pas cette espèce d'intrusion ou de violence qui vient à l'intérieur de moi parce que l'acte sexuel, même s'il est consentant, il a quelque chose d'intrusif, tu vois. Il y a un côté, quelqu'un d'autre se connecte à moi et j'ai pas forcément envie de ça. Ça, tu vois, je peux comprendre énergétiquement que c'est le seul endroit par où on peut rentrer, hein, quelque part. S'il y a d'autres endroits, euh, rentrer pour créer quelque chose, enfin, tu vois, qui a des conséquences et qui va créer quelque chose éventuellement dans ta vie, biologiquement un enfant, mais ça peut être d'autres choses dans la matière spirituellement, ben ouais. C'est, et est-ce que j'ai envie que cette personne, qu'une personne rentre et crée des choses à travers moi? Je sais pas, tu vois. Enfin, pour moi, c'est quand on parle d'intime, c'est ça. Hein. C'est intime parce que il y a des conséquences qui peuvent changer ma vie, quoi. Mm. Tout à fait. Non, mais c'est super intéressant ce que tu partages et je le partage aussi. Et j'irais même un peu plus loin, tu sais, par rapport aux problèmes, tu sais, qui touchent le vagin, l'utérus, par exemple, comme le vaginisme, l'endométriose, c'est tous les problèmes. Ouais. Moi, vraiment, aujourd'hui, je me dis, en fait, c'est des troubles, des maladies du féminin blessé, en fait, du féminin sacré blessé. Et je vois en fait chez les femmes qui ont des vaginismes ou Mm. l'endométriose, quand tu regardes bien, leur part féminine à un moment donné a été vraiment blessée, bridée, tu sais, a été vraiment malmenée à un moment donné. Et du coup, elles développent ça en réponse par rapport à ça. Je sais pas toi si ça te parle, est-ce que tu as Mhm. ce Ouais, lien? ça me parle complètement. Ça me parle complètement. Et en plus, ce que tu dis me fait réaliser, il y a une chose, hein, comme je te disais, que et ça fait pas très longtemps que je connais le vaginisme, mais de plus en plus, il y a des personnes qui trouvent ça vraiment euh, grave qu'il n'y ait pas plus de recherche sur le sujet, tu vois, ou qu'on se soit pas davantage penché sur la question. Et pour moi, ne serait-ce que le fait qu'on se soit pas penché davantage sur la question montre qu'il y a un problème dans notre société aujourd'hui sur tout ce qui touche à la féminité. Parce que je sais plus où j'ai lu que le Viagra aux États-Unis c'est subventionné par l'État, tu vois. Ouais. Tu as je ne sais combien de pilules pour l'érection masculine. Enfin, en tout cas, la recherche est à fond dessus. Mais par contre, vaginisme, endométriose, toutes les maladies, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu vois, quand tu vomis beaucoup quand tu es enceinte, je ne sais plus le nom. Ça, très, très peu de recherche dessus. Euh, Tout ce qui conserve aussi de l'utérus, des ovaires, toutes ces choses-là. Très, très peu de recherche dessus en comparaison à ce qui se fait par rapport aux hommes. Et beaucoup de... Parce que, en fait, comme
Oh, les femmes ont beau être 50% de la population, c'est pas elles qui détiennent 50% du pouvoir. Donc pour moi, même si on le prend dans un niveau un peu plus macro, le féminin blessé, il se voit à plein niveau. Si on avait plus de psychologues formés sur le vaginisme, l'endométriose, s'il y avait, tu vois, de la recherche qui était faite dessus, s'il y avait plus de personnes comme toi ou même de personnes qui ont souffert de ça, qui en parlaient et qui étaient entendues, parce que c'est pas tant d'en parler, mais c'est d'avoir un espace pour l'exprimer, alors il y aura un mouvement qui bouge. Et pour moi, c'est ça. Moi, je suis très macro aussi, tu vois, je suis très féministe, activiste. Et je me dis que ça, c'est un problème fondamental. Pourquoi il n'y a pas d'argent dans la recherche, tu vois, par rapport à ça? Pourquoi, pourquoi on n'en entend pas parler partout? C'est pas possible. Ouais. Que tout le monde devrait être au courant que pour certaines femmes, la pénétration, c'est impossible, que l'endométriose existe. Et pareil, l'endométriose, je pense que ça fait 3-4 ans que j'ai découvert parce que j'avais des amis qui en souffraient. Euh, Toutes ces choses-là, à un niveau macro, c'est du féminisme blessé parce que ça n'intéresse pas la masse. Et parce qu'on n'est pas encore, on représente 51% de la population à peu près, on représente malheureusement pas 51% du pouvoir des gens qui décident là où on met l'argent, les décisions politiques, tout ça. Donc tu vois, pour moi, tout ça, c'est lié. Euh, on parle de féminin blessé à un niveau intime et humain, et ça se répercute en fait. Ou c'est dans l'autre sens, je sais pas trop. Mais tu vois, moi, quand tu me parles de ça, c'est le lien qui me vient directement. C'est comment c'est pas normal que on parle pas plus de vaginisme. Comment ça se fait que j'ai découvert ça il y a un an? Enfin, attends. Et on parle pas de quelques dizaines de femmes. On parle de milliers de femmes. Pareil pour l'endométriose, je crois que c'est une femme sur quatre pour l'endométriose, je crois, c'est quelque chose comme ça. Pour le vaginisme, je sais pas. Alors, le vaginisme, les statistiques qu'il y a, ils disent entre 5 et 10% de la population, mais c'est c'est celles qui ont fait la démarche de se faire suivre, sachant que la majorité ne vont jamais consulter. Et aujourd'hui, je suis même 10%, c'est énorme. et encore, je trouve que c'est sous-estimé par rapport à ce que ça doit être, surtout dans certains pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, où il y a vraiment ce poids culturel. Mais pareil, dans Ouais, aussi, ouais. je vois que les personnes qui me contactent, c'est vraiment dans divers pays du monde. Finalement, ça touche toutes les femmes du monde, toutes les couches sociales, tous les âges aussi. Il y a pas d'âge finalement. Tu as 44 ans, enfin voilà, Ouais. tous les âges et voilà, moi aussi je suis résignée, enfin ça me fait mal de voir que c'est pas connu et à chaque fois que je vais à des événements, quand j'en parle, les gens me disent c'est quoi et puis quand j'en parle, ah ouais d'accord, ben, comment ça se fait que je ne connaissais pas, ah oui peut-être j'en avais entendu parler, tu vois, et je me dis waouh, on parle quand même de l'épanouissement sexuel des femmes, on parle quand même d'un pilier important dans l'épanouissement général d'une femme. Et pour l'instant, personne n'en parle. Bien sûr, C'est un moteur important pour déjà c'est hyper parler important. et, euh, et d'en parler. Mais 10%, c'est énorme. Et si tu me dis que c'est encore plus, tu vois, c'est dingue. Et et c'est pour ça que le tabou, pour moi, c'est un sujet aussi que je traite. Je dis souvent que le tabou bénéficie aux prédateurs. Que le tabou bénéficie aux personnes qui font du mal, en fait. Parce que nous, on bénéficie pas du tabou. Et ne pas parler de sexualité, ne pas. En fait, c'est le tabou, ce qui est compliqué avec, c'est que un sujet devient tabou. Par exemple, la sexualité devient tabou, le vaginisme devient tabou. Donc, en fait, on va se dire que ça se fait pas d'en parler. Et ça va faire souffrir les personnes qui subissent ça. C'est c'est conçu, enfin, un tabou, c'est un peu conçu. Tabou, en fait, ça vient de sacré. Tu vois, c'est censé être protégé. Donc, on va protéger la connaissance de ça. Donc, la sexualité, c'est tabou dans le sens où on protège ça, c'est sacré. Sauf qu'aujourd'hui, ce tabou, il bénéficie aux personnes qui profitent. Par exemple, pourquoi c'est tabou encore de dire qu'on a été agressé sexuellement? Bah, ça profite aux personnes qui nous ont agressés. Nous, en tant que victimes, ça nous profite pas du tout. Mais comme on va intégrer honte, culpabilité, peur, pression sociale avec, alors on va se dire que bah, de toute façon, on n'en parle pas, ça se dit pas.
ça crée un cercle vicieux qui entretient le tabou et qui fait que pour d'autres personnes, c'est encore plus difficile, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est aux personnes qui ont la capacité, parce que tout le monde n'a pas la capacité, de casser le tabou et de dire, en fait, tu sais quoi, on va arrêter de dire que ça se dit pas, et on va commencer à en parler de façon à ouvrir la parole doucement au fur et à mesure. Et vraiment, et je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler comme toi t'en parles et comme moi j'en parle, parce que tout le monde n'est pas capable. On s'attend à ce que tout le monde se dise, OK, maintenant, ça y est, je vais parler de ce qui m'a traumatisé. C'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Mais par contre, quand une personne parle, alors une autre personne réalise qu'elle n'est pas seule et que du coup, c'est pas mal. Et donc, du coup, il y a un peu de honte qui s'en va, un peu de culpabilité qui s'en va. Elle va en parler un peu. Et c'est comme ça qu'on dénoue le tabou doucement, tu vois, vraiment. Et c'est à l'échelle d'une société, ça se fait comme ça. Yes, c'est ça. C'est pour ça que je suis écrivain, parce que j'écris des textes. Ça me fait ce que tu dis là. Mais ça c'est me vraiment ça. C'est ça en fait. C'est vraiment ça. C'est que en fait, il y a super. et à un niveau plus large, hein, j'écoutais tout à l'heure. Non, c'était pas tout à l'heure. C'était il y a quelques jours, j'écoutais un podcast de Elisabeth Gilbert et elle disait que l'un des cadeaux les plus grands qu'on peut faire dans la société, c'est de partager ce qu'on vit. Tu vois, c'est de dire, moi, je vis ça. Tu vois, sans avoir d'intention d'aider ou de changer, c'est déjà dire, en fait, pour moi, ça s'est passé comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui croient qu'ils sont seuls. Ouais. Tu vois, tu as des gens qui se disent, ah ouais, je suis pas Ouais. seule à vivre ça. Et là, tu as Ouais. déjà soigné d'une façon hyper profonde quelqu'un juste en disant, non, mais en fait, moi, j'ai vécu ça. Et à toutes les femmes qui nous regarderont, je pense qu'il y a vraiment cette responsabilité du féminin qui est de dire, moi, j'ai vécu ça. Exactement. J'attends pas que tu réagisses ou quoi, je dis juste que moi, ça s'est passé comme ça, et peut-être que ça va résonner dans ton histoire, et voilà, des choses vont bouger, mais la parole est puissante. Ouais, carrément. Les mots. Et, Mm. et je rajouterais effectivement, tu as tout à fait raison. Moi, c'est exactement comme ça que je vois les choses. Je me dis, écoute, quand j'ai décidé d'en parler, c'était pas évident pour moi. Franchement, ça m'a vraiment Ouais. donné du courage. En plus, voilà, de devoir gérer. Voilà, je viens quand même d'une culture où parler de sexualité sur Internet, enfin voilà, c'était quand même assez challengeant pour moi. Mais c'était comme si c'était, voilà, moi dans ma tête, c'était Mam, t'es missionné, tu dois en parler pour libérer d'autres femmes. Et je voyais toujours cette image de libération par mon verbe, par ma parole qui va casser, tu vois, genre venir casser tous les trucs qui nous freinent. Et l'année dernière, en 2018, je suis passée sur France 2 pour en parler. Je me demande toujours le courage que j'ai eu parce que, voilà, et comme tu as dit, j'ai juste raconté mon histoire. Regardez, je suis passée par là, regardez mon couple, regardez ce que j'ai fait, et tout simplement. Et il y a des gens qui m'ont envoyé des mails, mais j'en ai pleuré. Il y en a une particulièrement qui m'a dit que grâce à ce témoignage, elle sait qu'elle n'est pas folle. T'imagines? C'est-à-dire que des années, Mais oui, la nana, elle a cru qu'elle était folle parce qu'elle était comme ça et qu'elle pensait qu'elle était la seule comme ça. bien Waouh! sûr. Mais personne n'en parle, donc forcément, tu t'es dit qu'il n'y a que toi. Que Tu elle vois? pensait des C'est années et des fou. années que j'étais toute seule et je pensais que j'étais folle. Et en plus, son environnement me Mm. croyait qu'elle n'était pas normale. Tu vois, comme personne n'en parlait, Mais oui. je pense que, parce que j'ai échangé avec elle, elle en a parlé dans sa famille et tout le monde lui disait, mais c'est bizarre ton truc, comment ça se fait que tu n'arrives pas à faire l'amour avec ton chéri? Oh là là, t'es bizarre Mais toi. oui. Et donc, Mais oui. Et un peu, encore une fois, une couche de culpabilisation, tu fais exprès, tu vois. ouais, Et ça n'aide pas. ouais, Ouais. ouais, Non, effectivement. mais ça suffit, hein. Enfin, très honnêtement, je le vois même pour moi, quand je vis quelque chose et que je tombe sur un texte où la personne vit la même chose, je me dis, ok, donc ça va, je suis pas en train de devenir dingue, je suis pas en train de délirer, je suis pas en train de faire tout un drame de Ouais, rien du tout. ouais, Tu vois, et ça rend tes émotions légitimes. Tu vois, et ça rend ce que tu ressens légitime, ça rend ta crainte, ta tristesse, tu vois, tout ça. Ok, ouais, j'ai le droit de sentir ça parce que, en effet, je suis pas en train de rêver, c'est un truc. Et ça, c'est important. yes. Honnêtement, si on pouvait tous faire un peu ça aiderait le monde grandement, tu vois. Ouais, et puis c'est pour ça que moi, Raconter ce qui se passe. j'adore ce que tu fais parce que toi, tu vois, je vois bien que tu n'es pas coach, tu transmets ta vie, ton histoire.
c'est vrai, et c'est ça qui est plus puissant. Ouais, j'apprends au fur et à mesure à plus être coach. Non, Mais ouais, ça c'est se pas voit en fait dans ta façon de faire, c'est plus de la transmission. Tu Oui, vois, tu transmets. Et ça, pour moi, c'est tellement plus puissant que de ouais. faire des questionnements de coach. Enfin, c'est super, Ouais, elle mais ça, de toute façon, j'ai compris que c'est pas mon rôle parce que est une transmetteuse. ouais, c'est pas parce Ouais. que c'est pas ma, je peux le faire. Parce que forcément aussi, parce que j'essaie de distinguer ça, parce que quand tu écris, tu développes une certaine connaissance de beaucoup de choses. Mm. Ça aide. Et donc, quand des gens viennent te demander conseil, tu peux leur dire, ben, moi, j'ai fait comme ça, voici ce que tu peux faire. Ah non, mais ça, tu vois, ça résonne. Mais j'ai compris que c'était pas forcément mon rôle. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus douées que moi à laisser l'espace que la personne trouve ses réponses. Ouais, ouais. Alors que moi, qui sont fortes à ça. Alors que moi, mon rôle, c'est pas de laisser l'espace pour que la personne trouve ses réponses, c'est de raconter, raconter. Et moi, je remplis l'espace de Ouais, parole. ouais, Donc c'est pas, donc j'ai compris, tu vois, que c'est pas mon rôle, ouais. c'est pas assez naturel pour moi. Ce qui est naturel pour moi, c'est de Je raconte, ça descend, je transmets, ça ouais, descend, je transmets, ça descend, je transmets, et puis après vous en faites ce que vous voulez, tu vois. Et ouais. Moi, je le vis mm. aussi, justement. Et ma, Mhm. mm. Vas-y. Alors, moi, je dis, ça me parle ce que tu dis parce que d'un côté, je transmets parce que dans mon histoire, elles se reconnaissent à travers ce que je parle. Du coup, ça crée un lien très fort. Elles se sentent comprises, Ouais. soutenues. Et donc, quand tu crées cet espace avec la personne, derrière, quand tu la coaches, c'est vraiment puissant. Moi, je commence déjà à créer le lien en transmettant mon Oui, histoire. transmettre, bien sûr. Et hop, Tu mets en confiance comme ça. exactement. Ouais. Tu te dis, bah, elle a vécu comme moi, mais je ne suis pas folle, mais au moins quelqu'un qui me comprend. Et dans cet espace-là, j'arrive à mettre mes outils de coaching pour l'aider pour Et comme ça, tu arrives à démêler les fils, en effet. oui, Mm. Non, exactement. c'est intéressant. Mais Mm, je pense que, enfin, je sais pas, quand je pense au féminin, tu vois, au sens large, moi, je pense à ça, à la transmission. Au niveau de nos talents, tu vois, au niveau de ce qui est juste pour nous en termes de contribution. Tu vois, toi, tu accompagnes, moi, j'écris. mhm, Mais il y a cette notion de partage. Ben, moi, j'ai vécu ça et je partage parce qu'en fait, nos histoires ont été tellement tues, tu vois, quelque part, nos histoires, celles de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères, c'est pas des histoires qu'on raconte. mm, On n'a pas été mis en avant, tu vois, dans l'histoire, quelque part. Il y a pas nous dedans. non, Et donc, du coup, quand nous, on écrit et qu'on partage et qu'on parle et qu'on accompagne et qu'on coach, on crée de l'histoire yes, qui n'existait pas. Et ouais, ça, pour moi, tu vois, si je pouvais transmettre quelque chose à un niveau plus global, ce serait ça. Ce serait chacune qui va regarder cette vidéo. Votre histoire compte. Elle a vraiment du poids. Et peut-être que vous allez la raconter à une amie. Peut-être que vous allez en faire votre métier. Peut-être que vous allez parler à la télé. Peu importe. Mais cette histoire-là compte parce qu'en tant que femme, on n'a pas beaucoup d'histoires qui ouais, parlent de nous. Ça fait pas longtemps qu'il y a des films féministes à la télé, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait pas longtemps qu'il y a des films qui sont créés par des femmes pour des femmes, mm, par des maisons de production féminines, des histoires d'amour qui sont pas centrées sur... Enfin, tu vois, ça fait pas très longtemps. Il faut vraiment se mettre ça en tête qu'on est au tout début. Et donc, du coup, partager son histoire, mettre des mots sur... Parce que, encore une fois, il y a des personnes qui n'ont pas la capacité encore de mettre les mots sur ce qu'elles ont vécu. c'est vrai. Tu vois, de façon très réaliste, c'est dur. Et Mm, donc, toi qui as déjà dépassé certaines choses, soigné certaines choses, tu mm, as ce privilège, entre guillemets, d'être capable de mettre les mots. yes. Alors, on les met pour les autres qui peuvent pas mettre les mots. Tu vois. Pour moi, il y a vraiment ça, ce truc de... C'est ça. C'est Ah, beau ce que tu partages, Lisa. j'ai Alors, choisi le bon job. oh, l'histoire. Oh, non, ouais, c'est trop beau ce que tu partages. On va mettre les mots pour les personnes qui ne sont pas encore en mesure de pouvoir les mettre et de dire que chaque histoire compte. Voilà, je trouve que c'est C'est vraiment une ça. belle façon de terminer cette interview. Est-ce que tu as un dernier mot pour la Merci. fin? En tout cas, En tout c'était cas, merci de m'avoir accueilli. Ça me fait plaisir, tu vois, d'avoir l'occasion de parler. Enfin, c'est comme je te disais, ça arrive en plein dans ma transition où je vais être auteur. ouais, Et je me rends compte que, tu vois, c'est ça qui compte pour moi, tu vois, c'est partager ces messages, c'est mettre les mots. Et donc, du coup, je te remercie de m'avoir donné l'espace de faire ça. Et
J'ai envie d'envoyer plein d'amour aux femmes qui nous regardent, dont certaines souffrent de vaginisme. Honnêtement, pour moi, l'amour soigne tout. Donc, Yes. je vous en envoie plein. Ouais. Aimez-vous, soyez sympa avec vous, donnez-vous de la compassion, donnez-vous des câlins, je sais pas. Faites-vous des bains, j'en sais rien. Prenez soin de vous comme vous avez envie. Et pour moi, ça commence par là. Toujours de la compassion envers soi-même, tu vois. Se donner beaucoup d'amour. Yes. Et la pénétration, elle viendra quand elle viendra. Puis il y a plein de façons de faire l'amour, de toute façon. Donc, ouais, plein d'amour. Clairement. Plein de façons de faire l'amour. On pourra faire une vidéo dessus si tu veux. On pourra faire. Mais, mais en tout cas, ouais, j'envoie plein d'amour à toutes celles qui regardent. Et voilà, vous êtes aimés. Il y a des gens qui pensent à vous, comme Mam, comme moi. On est là en train de, tu vois, on partage et c'est, ouais, j'espère vraiment que ça va aider beaucoup de personnes. En tout cas, c'était un bonheur d'avoir passé ce J'ai moment. adoré cette interview, c'était trop bien. Et plein d'amour aussi. Je t'envoie aussi plein d'amour. Tu en envoies beaucoup. Je t'en envoie beaucoup. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton courage, ton authenticité et cette générosité que tu as toujours de partager et d'avoir les mots justes et bons et qui réchauffent le cœur à chaque fois. Merci vraiment, Livia. Je t'embrasse. Et je te dis à bientôt. Merci à toi. Bisous. Bisous Merci. à toutes. Bisous. En tout cas, c'était un bonheur d'avoir passé ce moment. J'ai adoré cette interview, c'était trop bien. Et plein d'amour aussi. Je t'envoie aussi plein d'amour. Tu en envoies beaucoup. Je t'en envoie beaucoup. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton courage, ton authenticité et cette générosité que tu as toujours de partager et d'avoir les mots justes et bons et qui réchauffent le cœur à chaque fois. Merci vraiment, Livia. Je t'embrasse. Et je te dis à bientôt. Merci à toi. Bisous. Bisous Merci. à toutes. Bisous.